Salut l'équipe, depuis presque 10 ans, le roi de la nuit, LeBron James, régnait sur le royaume de la conférence Est. Parti conquérir de nouvelles contrées, il n'aura pas besoin d'être planté par du ver dragon pour être vaincu. Le trône de l'Est est désormais libre et la guerre fait rage pour désigner son nouveau roi. Et tout est réuni pour que cette guerre de l'Est soit aussi animée que le dernier épisode de Game of Thrones. Bagarre entre dragons, entre Marc Gasol et Joel Embiid, Kawhi Snow qui tient parfaitement le mur du Nord, Brad Stevens et ses Celtics qui ont déjà, eux, tout anticipé, et puis Tyrion Budenholzer, main du futur roi de la saison régulière qui cherche la meilleure stratégie pour gagner. Cette conférence, qui jadis était celle des Bird et des Jordan, possède un héritage lourd où seuls les meilleurs peuvent reprendre le flambeau. 4 familles pour un seul trône, alors qui sera le plus clutch, qui aura le dernier geste à la Arya Stark, à ne pas confondre avec Jon Stark, qui lui n'a jamais rien gagné. Le suspense reste entier et au moins, on est sûr que personne ne pourra nous spoiler. Salut l'équipe, on est jeudi, et le jeudi c'est le Thursday Show, et cette semaine les 3T sont réunis. À ma droite, à ma gauche, Thomas. Oui, comment ça va Tom? Ça va super, prêt à en découdre, C'est vrai. ravi. Ouais. On sait que tu vas rejoindre le Beaujolais ce week-end, donc amis bordelais, ce soir vous pourrez voir Thomas peut-être dans les rues de Bordeaux. Vous pourrez peut-être me croiser effectivement au péage de Villefranche avant d'aller à Bordeaux, ça fait un petit détour, mais bon ça se fait. J'en profite parce qu'aujourd'hui on va donner le nom du gagnant du super maillot de Damien Lillard. Donc on se retrouve en fin d'émission, chers amis. Bien, faudra pas oublier, hein, parce que je sais que... Il y a à ma gauche un peu plus loin, what's up, Stephen Brun. Salut les gars! Ça fait longtemps. Ah ouais, ça faisait ça. Je l'ai lâché celui-là. Ah ouais putain. Pas sûr que ça Il me venait du manquait, cœur. hein. Il venait du cœur. En ça pleine va pas bourre. En pleine bourre, écoute, la fin de saison approche dans tous les championnats. Écoute, on est là, tranquille. Des beaux quarts de Euroleague hier soir. Ouais, on va profiter justement, hier tu as commenté l'Euroleague, on connaît maintenant le Final Four, tu peux nous en dire un petit mot parce que ça fait aussi partie des choses qu'on aime bien chez la First Team. Le Final Four de l'Euroleague qui aura lieu à Vitoria le week-end du 16, 17, 18 mai. Première demi-finale, Real Madrid, tenant du titre, affrontera le CSKA Moscou de Nando De Colo. Beaucoup de Français. Ouais, beaucoup de Français dans chaque chaque équipe. équipe, Donc ouais. il y aura un Français champion d'Europe. Et l'autre demi-finale qui s'annonce pétillante, c'est le Fenerbahçe Istanbul face à l'Anadolu FS Istanbul. Donc derby istambouliote exporté. On imagine que les quel supporters de bitch. l'Anadolu, auront quelques idées pour faire vaciller un peu notre ami Nicolas Kalinic sur lancer franc. Possible. Le poignardeur. Aujourd'hui, messieurs, énorme débat. Donc, on va se poser la question, puisqu'il est très très fort depuis le début des playoffs. Bon, il est de manière toujours très fort, mais là, il est vraiment très très fort. C'est Kevin Durant qui nous régale depuis le début des playoffs. Et on va se demander, ni plus ni moins, si ce n'est pas lui le meilleur joueur NBA actuel. Alors, on sait qu'il y a les courses au MVP, tout ça, mais il y a des choses qui vont plus loin que ça. Donc, on se demandera si Kevin Durant est actuellement le meilleur joueur de la planète. Il y a forcément de la concurrence, donc on va écrémer tout ça. Avant ça, il y aura un focus sur la conférence Est, sur la conférence Ouest. Pas de news parce que l'actu est chaude et on verra tout ça dans les focus. Vous êtes prêts, messieurs? Nous sommes ready, ma man. Parfait. T'es sûr que t'as pas besoin d'une petite Kalinic avant de commencer l'émission? Kalinic, si je joue contre les fesses, ça va être... Le focus de l'Est, tout de suite. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! On attaque avec Boston-Miami. Match 1, Boston avait fait énorme impression. Boston-Miami, non. Hein. Boston-Milwaukee. Boston-Milwaukee. Boston avait fait énorme impression. Ah, on va la D-Wade. refaire. D-Wade, solide. Hein. C'est casse ça. Allez, on va la refaire. Pardon, Polo. Ouais, la tête de la mère, arrête. Allez, vas-y. Café et téléphone de Steph Curry à enlever du canapé. Putain. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Et on commence avec Boston-Milwaukee, évidemment. Donc, un partout entre les deux équipes. Match 1, Boston avait fait énorme impression en ayant gagné ce match 1 sur le parquet de Milwaukee en dominant complètement les débats de A à Z. Match 2, énorme réaction, les gars, de la part de Milwaukee. D'abord, défensive. On a senti une équipe qui s'était fait marcher dessus au match 1 et qui est revenue au match 2 sans de grands changements tactiques, mais d'abord avec une envie et une défense de fer. Alors, c'est vrai que le deuxième match se déroule en 2 temps. La première mi-temps, eh bien, c'est encore haut une niveau. fois
Oui, c'est un très beau match, et surtout sur les mêmes préceptes que sur le match 1, c'est-à-dire que Yanis est en galère, je crois qu'il est à 0 sur 7, mais il met des lancers francs, et donc il est encore une fois contrarié, mais c'est vrai que dans le troisième quart-temps, il y a un énorme écart, parce qu'enfin Milwaukee va trouver de l'adresse, va trouver du rythme dans son jeu, et on sait c'est ce qui leur manque cruellement dans cette série. Jusque-là, Boston a réussi vraiment à faire déjouer cette équipe, qui est la meilleure équipe de NBA, j'ai envie de te dire, avec ce qu'on a vu en saison régulière, et donc on était très curieux du coup de voir si Milwaukee n'allait pas se faire reprendre et retourner à Boston à 0-2. Donc moi j'ai été plutôt agréablement surpris sur un quart-temps, le troisième par Milwaukee. Steph, on a assisté avant d'aller sur le break qui se fait dans ce match 2. La première mi-temps, j'ai trouvé une mi-temps de très très haut niveau entre les deux équipes. Ouais, on sait que Milwaukee avait eu du mal à répondre à l'intensité, d'ailleurs des deux côtés des Celtics. Là, sur ce match 2, ils ont non seulement répondu pendant une mi-temps à l'intensité des Celtics, et surtout, ils les ont fait craquer dès le troisième quart-temps. Moi, j'ai trouvé une première mi-temps de haut niveau, comme tu viens de le dire, dans l'intensité. Alors, les Bucks sont très maladroits, je trouve, en première mi-temps, notamment par Giannis Antetokounmpo, mais ils restent dans la rencontre parce qu'ils ont cette assise défensive qu'ils n'avaient pas sur le match 1, donc ça leur permet de rester au contact. Il y a de la dureté, ça essaye de couper les lignes de passe, ça essaye d'isoler un petit peu Kyrie Irving du ballon, le couper, le faire travailler en attaque. Kyrie, d'ailleurs, a fait un très petit match offensif. Les Bucks, ils ont été... Je m'attendais à une réaction, elle a eu lieu, et puis le troisième quart-temps, ils ont retrouvé l'adresse qui a fait leur talent sur toute la saison régulière. Après, ils sont compliqués à prendre, hein. Ils sont compliqués à jouer quand ils trouvent de l'adresse et quand ils trouvent de la course. Il y a eu un changement côté Bucks, c'était Mirotic qui a commencé dans le 5 à la place de Sterling Brown, c'est plus parce qu'il était incertain par rapport à sa cheville. Sterling Brown, il n'avait pas été non plus très bon match 1, donc... Moi, ça se tenait pour avoir du spacing, de toute manière, c'est pas con. Après, Mirotic prend 2 fautes dès le début du match. Il ciblait de fou. Hein. Il ciblait de fou, il prend 2 fautes, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est pas bête d'aller sur ce concept-là avec un vrai shooter qui peut jouer sur le poste 3, c'est un vrai poste 4, mais en tout cas, comme ça, Yanis a encore plus d'espace, et si tu donnes la balle à ce gars-là, par rapport à Sterling Brown, et ben il va mettre dedans comme un cochon. Après, tu te rends compte quand même que Irving, Hayward, Gordon, Tatum et Rosier, ils sont à 9 sur 43 au tir. 21% au tir. Oui, difficile d'imaginer une victoire de Boston. Ils leur ont rendu les choses très difficiles. Alors, on sait que les Tatum, que les Irving, que les Rosier, les Hayward peuvent mettre des tirs difficiles, mais pas tous les soirs. Et ils leur ont rendu la tâche plus compliquée. Et je voulais sortir notamment ce match-up important qui était celui de Middleton et Tatum. On avait dit lundi que Tatum avait pris le dessus sur Middleton, que Middleton n'était pas en rythme, driblait beaucoup. Là, on a retrouvé un Middleton sur des fins de possession, c'est-à-dire sur des remontées d'écran, sur des fix and down, attraper, je joue rapidement. Et forcément, c'est lui qui fait la bascule dans le troisième quart-temps. Il était bon. Il a été bon. Il prend de la confiance sur 1 ou 2 tirs à 3 points. Et après, il fait du Chris Middleton. Parfois des tirs compliqués sur des créations en solo, après des dribbles entre les jambes. Et des tirs qu'on peut juger peut-être tôt dans les possessions, mais qui sont des tirs à Chris, qui sont des tirs à lui. Maintenant, j'ai trouvé Jason Tatum décevant sur cette rencontre. Un petit peu, pas unidimensionnel, mais je trouve qu'il manque un petit peu de mouvement dans le jeu sans ballon. Pas forcément parfois les bons spacing. Il se met pas dans les bons endroits. Il donne pas de solution sur des coupes de haut panier. Je l'ai trouvé un petit peu statique sur cette rencontre. Et au final, il s'est fait manger des deux côtés du terrain parce qu'il a pas été bon offensivement. Et puis il a graillé sur Middleton aussi. Alors qu'il avait été très bon défensivement sur le match avant. On peut faire un petit big up à Paul Pierce, qui avait dit après le match 1, qui a fait cette déclaration incroyable. La série est finie, Boston est largement au-dessus. Alors c'est toujours pareil, évidemment. Quand t'as un seul échantillon, c'est mouillé, quoi. Il a perdu, quoi. Ah ouais. Enfin bon, là le problème c'est que c'est Boston et que bon, il est un peu parti pris. Il a un peu parti pris. Il a perdu. Tu dis qu'il a perdu. Si Boston passe, il a dit la série pour moi est finie. Boston va gagner. Sur un match, tu vois, moi je suis persuadé que cette série elle va aller loin. Quand t'es un ancien, moi aussi je pense que ça va aller loin. Mais quand t'es un ancien des Celtics et que tu sors de ce match 1 et que tu vois cette domination. Mais tu peux dire que t'as été impressionné. D'ailleurs, on l'a tous dit. Moi derrière, on n'a pas dit c'est sûr que Boston va gagner 4-0. C'est le côté radical qui fait tilter, quoi. C'est le côté radical de Paul Pierce de dire ça. Que nous n'avons pas, nous d'ailleurs. Paul Pierce, après un match, c'est pas le meilleur des consultants, en tout cas dans la manière. Après, on imagine qu'il a des choses à dire, mais c'est vrai qu'il veut tout le temps faire mouche dans ses déclats et des fois, il met un peu à côté. Milwaukee revient un partout, la série se déplace à Boston. J'ai quand même envie de dire que Milwaukee n'a pas tout réglé, notamment ce pick and roll central avec Al Horford qui leur pose toujours autant de problèmes. Il est tout le temps tout seul, Al Horford. Alors, il a été un peu moins endroit qu'au match 1, mais quand même. Il fait 3-5 à 3 points quand même. Ouais, non, mais après, à mi-distance aussi, mais il aura moins fait mal, si tu veux, qu'au match 1. Maintenant, ce pick and roll central, il va falloir qu'ils arrivent à le défendre parce que
À Boston, au TD Garden, ça risque quelque part de faire la bascule. Mais est-ce qu'ils n'ont pas pris l'option défensive d'agresser un petit peu plus Kyrie Irving et de laisser des responsabilités offensives à Al Horford? Moi, je préfère que Al Horford me mette 20 points que Kyrie Irving m'en mette 35. C'est peut-être une option choisie par Mike Al Horford, cercle de plein axe grand ouvert. C'est pas le meilleur tir que tu peux trouver défensivement. Ouais. C'est ça. Quitte à se faire battre, ok, tu vois, un tir dans le corner, mais là, Al Horford dans l'axe, quand même, c'est plutôt valeur sûre. Hein. Ouais, mais après, peut-être qu'ils préfèrent que Al Horford soit au large en prenant des tirs à 3 points plutôt qu'il les impacte dans la raquette, plutôt qu'Kyrie Irving drive et puisse kicker à droite, à gauche. Là où je te rejoins, c'est qu'ils ont donné beaucoup moins de lay-up. Et quand Tatum, Hayward, Rosier et surtout Kyrie Irving allaient au lay-up, il y avait vraiment, que ce soit Brook Lopez. On a retrouvé le système défensif des Bucks qui cadenasse la raquette, hein, avec Brook Lopez ou Giannis Antetokounmpo qui reste un petit peu flottés, même si on n'a pas trop le droit NBA, mais qui sont là dans la raquette pour dissuader tous les drives. Ils ont décidé de prendre l'option de se faire punir à l'extérieur. Ma foi, quand tu gagnes de 21, c'est que l'option était plutôt bonne. On a vraiment l'impression. Vas-y, pardon. Ouais, non, j'allais dire, à noter parmi tout ça que Giannis, mine de rien, finit à 13 sur 18 au lancer franc. Donc au-delà d'un bon pourcentage pour un gars qui est en constante, qui est en constante progression. Il fait des écarts. Le truc, c'est qu'il galère, mais moi, un Giannis très agressif qui va sur la ligne, c'est très intéressant pour ton équipe. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a été toujours aussi bien défendu au match 1, mais par contre, il a su trouver des réponses en allant notamment sur la ligne de lancer franc, pour être un peu plus impactant. Et ça, c'est super intéressant pour la suite. Justement, les gars, la suite, c'est le match 3, la série se bouge à Boston, ça va être forcément une autre ambiance, un autre contexte pour les Bucks, mais on se rappelle que l'année dernière, c'était plutôt un contexte, il leur avait réussi, c'était pas loin chaque fois pas loin, mais il leur manquait quelque chose. Depuis une année de saison régulière. Ils ont gagné à Boston cette année. Cette année, ils ont gagné à Boston. Parmi les clés, on avait mis avantage du terrain. L'avantage du terrain, d'ailleurs, comme à part dans la série Warriors Rockets, ils ont tout éclaté. Je pense que n'importe qui peut gagner chez n'importe qui. J'ai cette impression, c'est que des niveaux équivalents. Dans la conférence Est, clairement, c'est que des niveaux équivalents. Moi, j'ai envie, d'abord, et je suis persuadé qu'on va se retrouver. Ah, tu l'avais pas vu, t'as fait pas. Oui, passe-partout, la famille, hein, toujours avec son petit trousseau. Je suis persuadé qu'il y aura 2-2. C'est intéressant. On l'avait mis la semaine dernière. Qui pour défendre sur Giannis? Bon, clairement, c'est Al Horford. Hein. Ouais. Quel visage pour Boston, mais il est plutôt séduisant. Il est plutôt séduisant, notamment sur le match 1. Mais même sur le match 2, c'est archi cohérent. Ils sont maladroits. Mais en tout cas, on sent une équipe qui. Il y a une équipe. Ouais, il y a une équipe. Puis... L'avantage du terrain, on a vu que finalement, ça voulait pas dire grand-chose. Maintenant, on attend de voir quand même à Boston si les Bucks en playoff sont capables d'aller gagner là-bas. Après, je m'excuse, Erwan, mais sur les Bucks, à un moment donné, je crois qu'ils vont sentir le manque de Malcolm Brogdon. Sur le match 1, Malcolm Brogdon, il fait énormément défaut parce que tout part en vrille. Giannis force un petit peu. Malcolm Brogdon est un peu un cerveau. Je pense qu'il aurait pu prendre le ballon, orienter le jeu différemment. Et peut-être trouver de l'adresse. Et peut-être que sur la durée, l'absence de Brogdon va faire. Jordi, il est bon. Hein. Jordi, il est bon, mais en fait. C'est pas le même registre. Surtout, ils sont très complémentaires. Nous, on l'a dit souvent, alors Bledsoe met 21 sur le deuxième match. Il est bon, Bledsoe. Mais en fait, le but de ce qui a bien marché toute cette saison, c'est que Bledsoe, Brogdon sur le poste 2 et Jordi, tous les trois sont de très bons niveaux, tous les trois, et donc sont un peu interchangeables. Ouais. Donc là, tu perds un mec. Et donc, un mec important dans cette rotation sur les postes 1-2. Et donc moi, je pense aussi que ça peut leur manquer, que ça va leur faire défaut. Petite info, Evan Fournier m'a confié qu'il donnerait le titre de MVP de la saison à Harden et pas à Antetokounmpo. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, pourquoi? Il me dit, parce que moi, je donne pas le titre de MVP à un mec qui a pas les ballons sur les fins de match. Parce qu'il me dit, à Milwaukee, c'est jamais Antetokounmpo qui a les ballons. Il me dit, c'est toujours Middleton ou Eric Bledsoe quand c'est les ballons chauds. C'est un argument qui... Je vous laisse débattre de ça dans les commentaires. Ouais. Bravo, belle info. Donc match 3 à Boston, ça sera, on a le programme, on l'a vu, le programme, ça sera... Ça sera bientôt. Demain soir, vendredi. Ça sera bientôt. C'est pas ce soir? Non, ce soir, c'est fini, match 3. Vendredi soir. Justement, Philly-Toronto, on y arrive. Un partout là aussi. Premier match remporté par les Raptors de fort belle manière, où ils avaient largement dominé nos amis de Philadelphie. Retour de Philadelphie, quelques ajustements, rien de fou. On envoie pas de TJ McConnell dans le 5. Pas de TJ McConnell dans le 5. Ah bah bon, c'est... Non, mais je voulais, en fait... justement, c'est Greg Monroe pour la rotation. Ce que j'arrive, c'est que mettre un mec... Alors juste, je m'explique, parce que j'ai eu un échange plutôt intéressant, enfin, jusqu'à la fin, sur la fin un peu plus intéressant qu'au début. TJ McConnell dans le 5, ça ne veut pas dire que lui mettre 35 minutes, mais Kyle Lowry est un meneur. C'est toi qui voulais mettre TJ McConnell dans le 5. Kyle Lowry est un meneur, est un vrai type meneur. McConnell, c'est le seul vrai post-meneur. Tu lui mets un peu pour lui casser les couilles dès le début du match pour le contrarier. Bref, c'est pas grave. Les vrais ajustements qu'il y a eu... Un peu comme Mathieu Dellavedova que tu lances. Exactement. C'est exactement ce que... apparemment, quand on dit ça, on passe pour des pipes. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on avait dit, Tom, lundi, pourquoi pas mettre Simmons directement sur Kawhi. Et c'est ce qu'a fait Brett Brown, avec aussi sortir Marjanovic de la rotation, faire sortir Greg Monroe du banc. C'est deux petites choses
Et ces deux choses-là ont parfaitement marché. Bah, ça a marché. Alors, les rotations et tout ça, je pense que ce sont des détails. Il y a déjà une réalité, c'est que les meilleurs joueurs de Philadelphie ont été au niveau. Hein, c'est déjà ça. Alors, je pense pas forcément à Joel Embiid, mais en tout cas, Jimmy Butler a été bon, a mis 30 points et 11 rebonds. JJ Redick est un peu en struggle, mais au moins, il apporte un peu d'adresse. On sait qu'il a mis 5-3 points dans le troisième quart-temps du premier match, mais ils ont besoin d'un JJ Redick dans leur système qui sont dans l'adresse. Tobias Harris je sais pas, en fait, il y a un truc qui est bizarre. C'est que cette équipe se doit d'être bonne des deux côtés du terrain si elle veut s'en sortir au vu de ce qui est en face, donc notre ami Kawhi Leonard et notre ami Pascal Siakam. Et les meilleurs joueurs se mettent au niveau, mais ne donnent pas encore la pleine mesure de leur talent. Donc on peut se poser la question de Brett Brown. La réalité, c'est qu'avec ces petits détails, eh bien, ils sont allés chercher une victoire qui les remette dans une bonne dynamique. Et c'était l'essentiel sur ces deux trucs-là, parce que sur le premier match, on pensait que putain, il y avait un vrai écart entre les deux équipes. Après, finalement, c'est pas si simple. Après, je pense que Brett Brown, il a gagné la bataille du coaching et du banc. Je crois que le match 2, sur le banc de Philly a été énorme. Ennis, je crois, fait record en carrière 13. Monroe fait 10. Je crois il y a 26 points du banc contre 5 seulement du côté des Raptors. Le souci de Toronto, il a été là. Le banc inexistant, alors qu'on a vanté depuis 2 ans que c'est peut-être le meilleur banc de la ligue. Là, il est passé en travers. Kawhi Leonard met 35 et le reste, il a trouvé du soutien avec Pascal Siakam, mais qui fait 9,25, qui vendange un petit peu. Après, à mon goût. Ils sont dans du hero ball tous les deux, c'est-à-dire qu'ils sont dominés dans la première mi-temps. Et en fait, ils sont à moins 10, on rappelle, ils sont à moins 19 pendant la première mi-temps. Et Toronto revient parce que Siakam et Kawhi, forcément, sur des rebonds offensifs, sur des actions d'éclat physique, reviennent en disant on va vous prendre sur notre dos et on va revenir dans le match. Ils reviennent dans le match. Jimmy Butler met un tir incroyable à la fin. Mais c'est un match quand même qui est un peu bizarre parce que c'est pour ça que je parle de... Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que tu faisais des styles derrière moi, excuse-moi, des trucs de gang. C'est pour ça que je dis que c'est un match bizarre, c'est que Philadelphie va gagner un match, et on en parlait pour Portland Denver, c'est un peu pareil. C'est un match où les meilleurs joueurs sont pas à leur top niveau, et pourtant Philadelphie va gagner. On voit vraiment. Ben Simmons fait un petit match. On voit vraiment surtout à l'Est, entre donc Milwaukee, Boston et Toronto, Philadelphie, que la vérité d'un match, c'est jamais la même mais c'est souvent le cas, mais là, clairement, ça va se jouer. Ça va vraiment être du gagne petit. Chaque fois, c'est-à-dire, c'est un match, et on repart à zéro parce qu'il faut tout repenser, tout recalculer. Et c'est vraiment ce qui va rendre ces séries. Je vois vraiment 2 séries très longues, moi, sur ces 2 matchs. On va forcément finir cette confrontation avec la défense de Marc Gasol sur Joel Embiid, qui pour l'instant, il éteint complètement le pivot camerounais. Il est 2-7, Joel Embiid seulement. 6 rebonds, 5 passes. 7 tirs seulement. C'est ça qui est le plus impressionnant. 2 sur 7 au tir en 32 minutes, c'est vrai que c'est... 7 petits tirs seulement. C'est fou. C'est ça Il est confronté à un mur. L'autre là, il est là, bam, toujours dans la réduction de distance. Et puis Marc Gasol, il a pas de qualité verticale. Marc Gasol, très intelligent. Et ne mord pas aux feintes, parce qu'on sait que Joel Embiid, sur son footwork, il est très bon sur décaler ses appuis, sur faire sauter le défenseur. Marc Gasol, il mord pas aux feintes, il est toujours là au contact, torse contre torse. Il force Joel Embiid à prendre des tirs en déséquilibre, parce que Marc Gasol reste toujours entre Embiid et le panier. Et Joel Embiid, ses coéquipiers, vu qu'il est en struggle, ils le servent un petit peu moins. C'est pour ça qu'il prend très peu de tirs. Et puis Marc Gasol, n'oublions pas qu'il a quand même éteint Nikola Vucevic, qui est All-Star. Là, il est en train d'éteindre Joel Embiid. Alors attention, Joel Embiid peut mettre 45 cette nuit. Embiid est mieux entouré que Vucevic, ça a priori. Voilà, donc il y a aussi d'autres armes. À Orlando, Evan nous disait, nous, ils nous ont tués parce qu'ils nous ont coupé notre relation avec Vooch. Donc on n'existe plus après. Là, l'avantage de Philly, c'est qu'il y a un Tobias Harris, c'est qu'il y a Jimmy Butler, c'est qu'il y a Ben Simmons. Donc Joel Embiid n'est pas l'atout numéro 1. Je veux dire, les Sixers peuvent c'est l'option numéro 1, mais c'est pas la seule. Exactement. C'est ça qui fait la force de cette équipe aussi. Mais si Joel Embiid prétend à être le pivot le plus dominant de l'histoire de l'NBA, comme il a envie de le dire, c'est maintenant, grand, qu'il faut prouver ça. Et pour l'instant, il est très curieux de voir la série qui retourne à Philadelphie, de voir un petit peu parce que même s'ils sont venus un partout et que quelque part le coup est réussi pour Philadelphie d'aller prendre un match sur les 2 premiers à Toronto, le taf est fait. Ouais. Je pense que connaissant un peu la bête, dans sa tête, il doit se dire attends, je vais pas me faire casser la gueule par Steph Pingouin. J'espère qu'il dit pas vraiment. Non, mais Pingouin, c'est mignon. Après, on rappelle aussi que Joel Embiid est sûrement diminué, qu'il a mal au genou, qu'il n'a pas la tête. Est-ce que c'est pas kiffant de voir un Marc Gasol comme ça, qui était plutôt une option numéro 1, 2 avec à Memphis, qui était un mec quand même où beaucoup de ballons passaient par lui en attaque, de le voir comme ça, quasiment se sacrifier dans une tâche défensive. Mais est-ce qu'il n'a pas compris qu'à son âge-là, qu'il arrive à Toronto? Marc Gasol comprend beaucoup de choses en général. Oui, et plus vite que d'autres. De se dire que
il a vite compris son rôle, il a vite compris pourquoi cette équipe avait besoin de lui. Ils n'ont pas besoin qu'il prenne 8 tirs à 3 points. Mais ils ont quand même besoin qu'il soit à droit. Il n'est pas très adroit. Il est pas très droit. Il faut qu'il apporte du spacing aussi. Il perd aussi pour ça. Oui, mais après, il est conscient quand même que la star de cette équipe, c'est Kawhi Leonard, que Pascal Siakam a pris un rôle incroyable, qu'il y a Kyle Lowry qui est quand même un All-Star. Donc lui est là pour orienter les jeux en tête de raquette, pour faire des ballons poste bas, des renversés, de mettre le ballon au bon endroit. Ça, c'est mignon. Parce que il est surtout là, j'ai l'impression, en tout cas, pour le Royaume Mastic. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils l'ont signé que pour ça. On se souvient quand on a fait les pour mettre un petit peu d'huile aussi dans d'accord, mettre un peu d'huile, t'es gentil. Moi, j'ai surtout l'impression qu'on parlait de guerre à l'armement de la part de Toronto pendant la dernière trade deadline. Et ils l'ont pris exactement pour défendre sur Embiid. Ils l'ont pris pour ça en février. C'est sûr. Après, c'est la réalité des très bonnes équipes. C'est que ta 4e, 5e, 6e option, c'est des vrais forts joueurs. Et Marc Gasol, et je sais pas, on va dire après Kyle Lowry, Siakam et Kawhi, 4e, voire 5e option, il est très fort. Et donc c'est comme ça que tu élèves le niveau de ton équipe. Encore une fois, ce serait bien qu'ils mettent un peu dedans, parce qu'ils perdent quand même le deuxième match. Et je suis persuadé que s'ils trouvent un peu d'adresse, t'es pas en grand struggle en fin de match. On rappellera aussi que Danny Green a 2 tirs ouverts en fin de match pour égaliser et qu'il rate, alors que Kyle Lowry a mis 3 tirs de ouf. Complètement ouf. Brent Brown a dit qu'ils avaient eu de la chance sur la fin de match. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance de le prendre. Ils l'ont pris. Après, Nick Nurse, sur le coaching, je trouve, je l'ai pas trouvé bon sur ce match-là. Serge Ibaka est peut-être pas super bon, mais de là jouer 15 minutes, c'est pas terrible. C'est une petite série. Oui, mais tu peux. C'est vraiment une petite série. D'accord. Mais est-ce que c'est Gasol, il joue 35. Est-ce que c'est pas le moment peut-être d'essayer de le relancer? On se souvient que Nick Nurse, quand il perd le premier match face à Orlando, il était revenu avec d'autres idées dans le jeu et à ce moment-là, Nick Nurse, c'est plutôt un bon coach pour réagir. Un coach à réaction. On va voir au match 3 comment il va réagir. Un joueur que tu kiffes, Anunoby, il n'existe plus. Il est pas blessé ou un truc comme ça? Je sais pas. Il est blessé. Ah, ok, my bad, Il jouerait, parce qu'il a joué au premier tour. Non, il jouerait. Bref. Bon, en tout cas, ce serait intéressant de voir, mais c'est encore pour les 2 séries. Ce sont deux séries, 2 équipes de même niveau. On n'est pas déçus à l'Est. On attendait ces 4-là depuis le début de la saison. Et on est veut des séries partout. Si on peut avoir un match 7 sur les 2 séries, ça me va bien. Régalade. Clairement. En tout cas, en attendant le match 7, il y aura le match 3 vendredi. On a fait le tour de l'Est. On va forcément, comme d'habitude, passer à l'Ouest. On n'a rien inventé. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Et on va aller sur la série qui fait le plus parler sur cette demi-finale entre les Warriors et les Houston Rockets. Les Warriors ont donc fait le break et mènent 2-0 dans cette série face aux Rockets. On a vu un match 1 qui n'était pas très joli à voir, un match de muerte, un match de défense. On se serait cru par moments à l'Est des années 90. Et sur le match 2, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas non plus pris un pied incroyable sur ce match 2. J'entends. C'était un super match de basket quand même, parce que les Warriors ont proposé des trucs. Les Warriors ont fait des choses, moi, qui m'ont semblé complètement incroyables. Vraiment, défensivement, ils sont au point sur James Harden, comme rarement. Alors, on va évacuer clairement les doigts dans l'œil de Draymond Green. En plus, il s'est excusé, c'était vraiment pas fait exprès. Mais c'est vrai que ça fausse un peu la donne, parce que va jouer avec des œillères, c'est toujours très compliqué. On a chacun pris des doigts dans les yeux. Westbrook, il est MVP, il joue avec des œillères. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais moi, je vois il a quand même été très bon en ayant mal aux yeux. Respect sur ce match, parce qu'il est quand même en bonne galère, il met 29, il arrive à mettre des tirs quand même, il va au bout de lui-même. Tu as raison, mais la réalité, c'est qu'au début, ils sont bien dominés par les Warriors, et les Rockets reviennent sans James Harden sur le terrain, avec un Chris Paul qui est bon, avec Austin Rivers qui est très très bon, et en se faisant des passes. Donc, il est là le grand truc de cette série et pour les Rockets, c'est que dès qu'ils retombent dans le truc de James Harden, je dis pas qu'ils peuvent pas prendre des matchs, mais je trouve qu'avec cette tactique, c'est impossible qu'ils aillent gagner la série. Tu peux pas changer ta tactique qui t'a fait gagner toute la série. Je sais pas, je te dis qu'il est pas là, il se passe, il se promène dans le match. Les gars, on va y arriver. Moi, juste avant ça, j'ai une question. Est-ce qu'on a... Ces 2 équipes s'attendent depuis 1 an. On rappelle que l'année dernière, c'est la finale de la conférence qui s'était jouée sur le match 7, la blessure de Chris Paul sur le match 6 et 7. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'enjeu est en train de tuer le spectacle que ces 2 équipes nous ont habitués à proposer depuis, notamment sur la saison régulière? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'enjeu, il est très important, trop important peut-être pour ces 2 équipes? Je suis pas sûr. Je pense que les playoffs, et c'est le cas aussi dans toutes les séries, les stats diminuent, les pourcentages diminuent, les défenses sont bien meilleures. Moi, je m'attendais pas à avoir des 145, 135 sur ces Warriors. Et j'espérais pas surtout. Ah ouais. C'est des matchs intensité playoff, il y a du déchet. James Harden, ses pourcentages et même ses moyennes de points sont en baisse parce que ça défend un petit peu plus sur lui. Il y a des adaptations. Moi, je suis pas ultra déçu de cette confrontation. Il y a quand même de l'intensité, ça envoie du bois. On n'est pas déçus, mais même quand on regarde la série de la saison dernière, c'était un peu plus basket champagne et moins basket de tranchée que ça n'est là. Moi, je suis pas du tout déçu.
Ce qui va être on n'est pas déçus. Mais intéressant est-ce que tu t'attendais à un basket de tranchée comme ça? Moi, j'ai vu le match 2, pour moi, ça n'a aucun rapport avec le match 1. Le match 1, on a beaucoup parlé des arbitres et tout. Le match 2, c'est un match de basket. Les Warriors font des trucs, font faire des prises à deux sur James Harden. Je vois beaucoup de choses très intéressantes. Ce qui va rendre cette série magnifique, historique et tout, c'est si elle dure. Et le compte de LeBron, il est au match 7, il n'est pas au match 2. Tu te rappelles du match 2? Moi non, moi perso. Tu vois, c'est la réalité d'une série, pour qu'elle soit historique, c'est pas au match 1 ou au match 2 que ça se joue. On le verra plus tard. Steph, tu parlais d'adaptation. Steve Kerr, il en a fait une dans cette série, c'est de commencer avec Iguodala et Draymond Green, qui n'avaient pas starté. Aucun des deux les deux n'avaient jamais starté en même temps cette saison. Iguodala n'avait jamais starté aux côtés de Green, plutôt, voilà, c'est ça. Ouais. Et ce duo-là, il fait un chantier, il fait tellement mal, notamment sur les deuxièmes chances et le rebond offensif. Et défensivement, les deux, ils font un travail incroyable. Ils sont énormes, Draymond Green est énorme. Il est souvent énorme sur des mecs qui sont plus grands que lui. Là, il est en train de faire mal à Clint Capella. Parce que c'est un mec qui est dur, parce qu'il arrive à la hanche, il le conteste, il le sort de la raquette. Et puis Iguodala, à qui j'ai manqué un petit peu de respect, je m'aperçois qu'en fait, il est pas, c'est une jante, mais c'est une jante qui est plutôt solide, parce qu'il fait quand même une demi-finale incroyable. Mais Steve Kerr a l'intelligence de s'adapter, parce qu'on n'a pas Mike D'Antoni. Est-ce que Mike D'Antoni va oser changer quelque chose? C'est-à-dire, pourquoi pas... Ça, depuis 15 ans, il n'a pas de plan B. Pourquoi pas sortir Clint Capella du 5 et jouer small ball pour essayer de s'adapter à ce que je propose? Farid, par exemple? Farid, ou même tu fais jouer... Junior direct. Hein? Junior direct. Junior avec Tucker. Daniel Junior. Non, pourquoi tu ne fais pas starter Austin Rivers? Ah, bah pourquoi pas? C'est-à-dire un vrai petit. Oui, tu mets un vrai petit pour aller... Des fois sur KD, c'est ça le problème. Là, le problème, c'est que c'est vraiment bien, tu vas être battu. Tente des choses, parce que KD, quoi qu'il arrive, il te casse la gueule, que tu joues avec n'importe qui. Après, regarde, ils sont dans le match. Alors, tu vois, moi, depuis tout à l'heure, je vais te dire des trucs. La première, c'est qu'ils sont dans le match Houston, puisqu'ils sont dominés pour moi. Ils sont pas loin. Mais à aucun moment, t'imagines qu'ils vont gagner. Et pourtant, ils sont. Tu vois, si Eric Gordon met une fois. Faut des rappels, je veux te dire. Faut des rapprochés. Dans le score, il y a 6 points d'écart. Il n'y a pas un moment, même s'il y a un rapproché, tu te dis pas, ils vont le prendre. Et sur le match 1, t'avais la même impression. Quand Curry marque, c'est presque normal. C'est presque normal. Après, il y a un truc. T'as parlé de Draymond Green, on peut en parler vite fait. Moi, je suis bluffé par l'impact qu'il a. On en a parlé de Marcus Cousins, ils ne sont jamais aussi forts que quand ils sont tous les 5 sur le terrain avec Iguodala dans ce 5 majeur-là. Ils sont extraordinaires. Draymond Green est... je sais pas, j'ai jamais vu un mec de 2m03 capable de défendre sur des mecs de 2,10, des vrais pivots. Il a ce truc d'être à la fois rapide, de pouvoir défendre sur les petits et d'être très fort sur les pick and roll. Est-ce que vous voyez beaucoup de relations entre James Harden qui fait des alley-oops sur Capella? Alors, il y en a, mais très peu. Est-ce qu'on peut chacun son métier? On peut bosser. Donc j'allais arriver ce pick and roll central entre Capella et Harden, qui a fait les beaux jours. Qui fait les beaux jours de Houston. On ne le voit quasiment pas à cause de lui. À cause de lui, parce qu'il fait à l'opposé. À l'opposé, ça rentre aussi pour les passes lobées, mais Draymond Green, il a cette vitesse pour un mec de 2m03 capable de à la fois contrôler le porteur de balle sur le pic et tout de suite reprendre rapidement Clint Capella sur la descente. Absolument. Et être au contact de lui, donc déséquilibrer Clint Capella sur les passes lobées et faire hésiter le passeur aussi. Absolument. Et qu'un mec de 2m15 ne peut pas faire. Un mec de 2m15, soit il contrôle le porteur de balle, mais il faut t'organiser derrière parce qu'il ne sera pas là pour contester le alley-oop, ou soit il va rester à 4 mètres, le mec, le meneur va prendre un jump shoot, mais il sera sur le grand. Et lui, il est capable à la fois de stopper le porteur de balle et de redescendre rapidement sur Clint Capella pour être au contact. Ce que peut pas faire un grand, ce que peut pas faire Andrew Bogut. C'est pour ça qu'aussi Andrew Bogut est pénalisé sur cette série, parce qu'il manque un petit peu de vitesse. Mais Draymond Green, il a l'impression défensivement, mais ça on le sait, mais c'est en attaque surtout. Il est agressif, hein. En attaque, il met des paniers. Et je crois que la blessure de DeMarcus Cousins a rendu service à Draymond Green offensivement, parce que DeMarcus Cousins était devenu aussi une option importante en attaque qu'on cherchait beaucoup sur des prises de position préférentielles, et que là, la raquette, elle s'est vidée un petit peu, et Draymond Green, il a de la place pour aller poser des dribbles, attaquer le cercle. Début de match, on le voit attaquer le cercle, finir à one, main gauche. Jouer meneur. Il est monté la balle, quoi. Et en attaque, il est beaucoup plus à l'aise sans DeMarcus Cousins. Il finit quand même à 15 points, 12 rebonds, 7 passes, 2 steals, 6 sur 10 au tir. Alors, il n'a pas été à droit, 0 sur 2 à 3 points. Mais clairement, c'est un des meilleurs. Draymond Green, il ne fait pas une grande saison. Mais là, en ce moment, il est incroyable. On sait qu'il a perdu 10 kilos après le post All-Star Game, parce qu'on lui avait dit qu'il était un peu en surpoids. Il avait dit oui, je le sais, je bosse avec un nutritionniste. Et on le voit, il est de partout, notre ami Draymond Green, donc un beau don d'ubiquité. Qui a un petit cours de. Oui, tout à fait. C'est toi ça? On s'en fout. Moi, je voulais revenir sur l'attaque des Rockets. En fait, je les trouve archi prévisibles. Et le bon exemple, c'est Steph Curry, qui lui aussi un peu struggle dans cette série. Il s'est pété le doigt. Il s'est pété un doigt. Moi, ça m'a toujours impressionné les mecs qui arrivent. Après, c'est ma gauche. Mais tu vois, il y avait un truc là, tu te souviens, ce que je veux dire, c'est que Steph Curry,
Tu vois, dans le match 2, à un moment donné, il met un panier sur un travail où une sortie d'écran, il attrape, il tire. Et quelque part, ces mecs-là, ces shooters, quand ils struggle un peu après la création de tir et tout, mais sur ces petits systèmes-là, il y a des écrans, ils se mettent en confiance, attraper, shooter, c'est quand même leur métier. Est-ce que tu vois Eric Gordon sortir d'un écran, attraper, shooter? Est-ce que tu vois Chris Paul sortir d'un écran, attraper, shooter? Est-ce que tu vois Harden? Mais pas tout le temps. Mais c'est pas leur jeu. Oui, mais j'attends, j'y arrive. Du coup, mais même quand t'es pas bien, toi qui t'es un shooter, Steph, quand t'es pas que bien dans la création des fois, hop, une petite sortie d'écran, t'es un peu seul. Tu sais que c'est pour toi. Voilà, tu sais que c'est pour toi, t'es un peu seul, tu sais, ça peut te remettre en confiance. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, le jeu des Rockets, comme il y a un an, il est archi prévisible, voire encore plus prévisible. Et quand on parle de cette défense très bien installée, très bien organisée des Warriors, ça se joue toujours en bugne à bugne. C'est tellement dur tout ce qu'ils font les Rockets, c'est que des step back, shoot à 3 points, main dans la gueule, aller au cercle avec des mains. Tout est dur. Ouais, mais ils ont fait ça pendant 82 matchs, je dirais même 82 mais tu joues le double champion en titre. D'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans la tête d'un coach. Et un coach ne reviendra jamais sur sa philosophie si elle t'a fait gagner des matchs, si elle t'a fait passer des tours de play-off. Et tous les coachs dans tous les sports du monde ne renieront jamais leur philosophie parce qu'ils sont en échec. Parce que ça a fonctionné auparavant, jamais ils vont tout bouleverser parce qu'ils sont jusqu'au boutiste, tu veux dire. Exactement. Les coachs, ils meurent avec leurs idées. Ouais, mais des fois, les coachs ont le droit d'être un peu plus intelligents. Et là, moi, où je te rejoins complètement, c'est que donc la défense des Warriors propose des trucs, c'est-à-dire que par moment, James Harden dribble et ils font ce qu'on rêve tous de voir sur les meilleurs joueurs. Par moment, Iguodala, il vient de l'opposer, prise à 2, lâche la balle. C'est ça, si vous voulez nous battre, donne la balle à Chris Paul, qui nous batte. Mais en tout cas, James Harden va être obligé de lâcher la balle. Alors par moment, ils essaient de le tenir. James Harden va passer par moment, va réussir à faire des step back. Il a eu une faute à 3 points, Chris Paul a célébré. Mais en tout cas, il propose défensivement. J'ai l'impression que dans cette série, il veut pas battre les Warriors, il veut gagner contre les arbitres. Ouais, bon, par contre, peut-être. Attends, je voulais juste finir. Ce qui est dingue, c'est que tu as raison sur les tirs et tout ça, mais ils ont été plutôt adroits. Chris Paul, il a 2 sur 7 au tir, 3 sur 7 à 3 points, que à 3 points là. Eric Gordon 3 sur 7, Austin Rivers c'est très bon, 4 sur 6, mais l'énorme différence entre les deux équipes, c'est que par exemple, Kevin Durant, on sait qu'il va avoir beaucoup la balle au poste bas, mais qu'est-ce qu'ils font les Warriors pour l'amener là? Ils vont faire une passe à l'opposé, une coupe, on ressort, tac, et au bout, il va lui rester 10 secondes, il va avoir un truc. Un écran sur la ligne de fond. Un petit écran, tu vois, il va se passer des trucs, il va avoir 3-4 passes. Mais ça, c'est la différence fondamentale entre les Warriors et les Rockets. Absolument. Les Warriors, c'est pour ça qu'ils vont les battre. Les Warriors, il y a beaucoup de jeux d'ISO, je trouve, mais c'est de l'ISO amené par des passes EVA, par des mains à main, par des écrans à l'opposé, et peut-être on termine sur une ISO de KD en bas. Mais c'est une ISO qui est amenée, tandis que l'ISO des Rockets, elle est, après la remise en jeu sur panier encaissé, c'est une ISO directe. C'est passe et vas-y, débrouille-toi. Et vous parlez de Chris Paul, moi, s'il y a un joueur qui peut permettre aux Rockets de battre les Warriors, c'est Chris Paul. Chris Paul, pour moi, il n'est pas à la hauteur des attentes qu'on a de ce meneur de jeu, de son contrat, puisqu'il faut quand même parler d'argent. Pour moi, il n'est pas mauvais non plus. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas assez bon. En fait, il faudrait qu'il soit sublime pour les battre. Non, mais il faudrait qu'il fasse des gros matchs. C'est ce qu'on demande à une superstar. Je suis d'accord. De toute façon, les Rockets, ils sont obligés que Chris Paul que soit sublime, que Harden soit sublime. Quand tu prends des step back, ou tu prends que des tirs derrière à 3 points, derrière des pick and roll, que tu prends. Quand tous tes tirs, en fait, 80% de tes tirs, c'est des exploits. C'est des exploits. Au bout d'un moment, tu te dois être sublime. Et puis même, l'influence de Chris Paul, c'était quand même un meneur de jeu capable de dépasser les 10 passes. Moi, ça fait belle lurette en playoff que je ne l'ai pas vu faire un double-double monstre. Un 24 et 12, 24 et 14. Chris Paul, je dribble la balle. Il est plus rayonnant dans l'implication des autres, sur les passes décisives, sur la création. Il joue que pour lui, que prendre des tirs. C'est venu un 2 contre 1. Alors, je sais que c'est Mike D'Antoni, ça fait finalement 15 ans, et moi, ça me surprend toujours de le voir, sa non-capacité d'adaptation, surtout que face au Jazz, souviens-toi, Tom, on en avait parlé. On avait vu des choses intéressantes. Tu parlais tout à l'heure de se passer la balle. Face au Jazz, quand Harden il dominait, certes, mais il y avait quand même un partage du ballon autre. Quand tu domines, t'inclus les autres. C'est vrai. Quand t'es dominé, tu replies sur toi-même. Mais clairement, et tu vas dans l'ISO à fond. Voilà. Et par moment, il y a des mecs qui sont assez forts pour battre ça. On peut penser à Cleveland 2016. Voilà, c'est la réalité. Quand t'es dominé, tu déploies plus ton jeu à régaler tout le monde. Ça, voilà. Quand je vois le passage d'Austin Rivers, qui est magnifique, qui est devenu un soldat incroyable. Il donne de très bonnes minutes. Voilà. Bref. Et je sais pas, on n'insiste pas assez dessus. Bon, bref. Retour à Houston peut peut-être changer les choses. Même Farid, on espère. En tout cas, ils ont couteau entre la gorge. Quand à Houston, c'est fini. Houston, ils prennent pas le match 3, c'est game over. Même le match 4, il y a 3-1, c'est fini pour moi. Si on sait que les 3-1. Les mecs ont perdu une série depuis 5 ans et on est là tout le temps à leur dire s'il y a 3-1, c'est ouf. C'est ouf. Voilà, on a fait le tour sur cette série. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous pensez que Houston peut revenir dans la série. On enchaîne avec la dernière série qui nous reste à voir, c'est les Portland Trail Blazers face aux Denver Nuggets. Portland avait perdu le premier match à Denver et puis est allé gagner le match 2 de fort belle manière. Un Lillard, pas à 35 points, et pourtant, mais des collègues. Superbe victoire
de la part des drôle de Blazers. match, Une belle œuvre collective. Je crois qu'il y a 6 joueurs à plus de 10 points, une belle défense. Et puis finalement, Portland qui récupère l'avantage du terrain. C'est un drôle de match, car Portland... Bon match gagne- de Deep Elite. Hein. Petit match de Deep Elite, mais il y a plein de trucs très intéressants. C'est vrai que Damian Lillard, qui dès le début voit qu'il n'est pas dans un grand soir, qu'est-ce qu'il fait? Et on va pas faire la comparaison, si on va la faire avec Westbrook. Quand t'es pas dans un bon soir, et ben tu te mets en meneur de jeu qui va faire jouer ses autres Quand t'es pas gars. dans un quoi que dans un bon joueur. Alors, dans un bon joueur. Il en prend 17 quand même, il fait un petit 5 sur 17. Ouais, après, c'est Lillard, il joue quoi 39 minutes, gros. Au bout d'un moment, il fait un sous-set au tir. Ce que je vois, c'est qu'il a laissé de la place à CJ McCollum, mais on l'a dit de nombreuses fois, mais il a surtout laissé de la place, par exemple, à Rodney Hood, qui met 15 points en sortie de banc. Il est sorti et du qui bois, met là. un énorme tir dans. Il est sorti du bois. Il est sorti du bois, Rodney, absolument. Un énorme tir. Damien Lillard a cette qualité de laisser de la place à ses autres gars. Ils sont fait un peu peur. Ils ont été archi dominés au rebond. Attention, cette stat, elle est incroyable. Denver a pris 23 rebonds offensifs dans ce match. En même temps, 23. en même temps, ils ont arrosé. Ils font 6-29. C'est en plus de chance pour avoir des rebonds Ils font offensifs. 6-29 à 3 points. Donc t'imagines, donc ils ont arrosé. Et dans le dernier quart-temps, Denver doit revenir. Je sais même pas comment c'est possible qu'il soit. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu rates Jamal Murray et rate des tirs ouverts, tu peux pas gagner. 6-18, hein, 6-18, notre Ah ami oui. canadien Jamal Murray. Après, là où ils étaient bons, et que je donne beaucoup de crédit à un joueur dont je ne suis pas fan, mais parfois il faut aussi reconnaître Enes Kanter, qui joue déjà Il avec est une épaule magnifique. avec une Wow. épaule amoindrie, c'est un vrai soldat. Ah, Quoi gros. qu'on en dise, on n'aime pas la personnalité, Ah oui. on aime machin, c'est quand même un vrai soldat, il fait 15 et 9, et surtout là où ils étaient bons, ce qui leur permet de gagner ce match, c'est qu'ils ont limité l'impact au scoring de Jokic. Alors, ils limiteront jamais son impact au rebond, Voilà, parce que Nikola Jokic, pour moi, en NBA, c'est le mec le plus fort pour shooter et tout de suite aller suivre son rebond. Le nombre de claquettes à la regarder les highlights, Réellement. il envoie parfois des bonnes bricasses. Il est toujours là pour son deuxième chance, pour vrai, prendre c'est ses vrai. trucs. Toujours une petite Donc au claquette, rebond, là. il sera toujours là. À la passe d'ess, c'est un mec lecture de jeu spectaculaire. Mais il faut pas qu'il vous mette plus de 25 points. Là, vous êtes en danger. Là, hier, il en met 16. Pour moi, c'est la grande diff. C'est pour ça que Portland gagne et beaucoup de crédit à. 37 au match 1. Et 16 au deuxième. Enes Kanter a fait don de son corps. Certes, c'est pas le meilleur défenseur de la planète. Ouais, mais sur la mastic, sur la Sur la mastic, il a quand même le corps pour ouais. envoyer du contact. Mais on a le droit de lui dire que c'est même plus que ça. On rappelle que Nurkic est blessé. Kanter déboule en fin de saison, doit jouer un peu les faire valoir, char à canon et tout. Gros, il est dans le 5 majeur, il tient tête au meilleur pivot, l'un des tout meilleurs pivots de NBA. Là, on n'est plus juste dans le contact. Il est au niveau, quoi. Il est au niveau. J'ai pas l'impression qu'il y ait une bascule incroyable sur le poste de pivot, alors que d'ailleurs dans les. On va dans les- un peu quand même. Hein. Ouais, d'accord, mais il y en a oui. partout, c'est pas grave. Voilà, d'accord. Un partout, gros. Portland, c'est toujours pareil. Hein. T'as 2 matchs à l'extérieur, t'en prends un. Le job, il est fait. Hein. Tu peux t'asseoir comme T'as ça. vu ce qu'a pendant dit un café. Nikola Jokic en conférence de presse? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Portland n'a pas fait un super match, je pense qu'ils peuvent jouer encore mieux. Ouais. Non, mais c'est un Donc- petit match. Hein. Ouais, ouais. Il a raison. Non, un mais match il a de pas- non, mais c'est bizarre qu'un joueur dise Ils ça. ont donc gagné il- dans un petit donc match. il prévient aussi ses coéquipiers, simplement de dire que attention, ce qu'on va vivre à Portland, ça va être autre chose. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui est inquiétant, c'est d'avoir perdu un match à domicile pour Denver cette saison. Ils en ont perdu 7 sur 82 matchs de saison régulière. Ils ont perdu 7 fois à domicile. Ouais. Ça veut dire que Portland a fait un énorme coup. Parce que les Trail Blazers, Denver voyage très mal, déjà, d'une, et que Portland à domicile, la furia de la salle, Ah, ça va être compliqué. ils avaient perdu l'avantage du terrain aussi face aux Spurs, ils sont allés le récupérer. Donc, True, my man, true, my man. et on sait que c'est une équipe qui en playoff apprend vite. Et ils vont pas faire 6-29 à 3 points tous les soirs. Ils ont besoin d'adresse et de rythme, on l'a dit 1000 fois. Et Damian Lillard à la maison. C'est sûr, il fera pas toujours 5 minutes tous les soirs. Et d'ailleurs, il y a une action qu'on a regardée ce matin ensemble où Damian Lillard, il doit rester 1 ou 2 minutes, il prend la balle et on se retrouve un peu, je mets des grands guillemets, un peu dans la situation Face à Paul George. Lillard face à Paul George. Et c'est vrai que Gary Harris défend sur lui. Est-ce qu'il a pris un bad chat? Eh ben non, tu sais ce qui s'est passé, Gary Harris a fait vas-y, bah, hop, il s'est mis, allez viens. Et donc il veut essayer de le driver. Gary Harris tient le duel, finalement, je crois que c'est Malik Beasley qui lui fait une faute. Mais Gary Harris, c'est le player de Erwan. Michigan State, tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on demande de défendre sur Lillard. C'est-à-dire que même s'il est dans le logo, t'es dans ses cannes, là, t'es là, t'essaies de l'embêter et l'obliger à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Donc, je voulais vraiment relancer le débat. J'avais envie de Vous relancer le débat, le débat, c'était- vous sentez le match 7 ou pas sur cette série? Oui. Ouais, moi, de toute façon, moi, Oui. toutes les séries où il y a un, je les Il y sens a tellement 3 séries proches, sur les 4. équipes. C'est vrai, non, mais les Ça veut trois dire séries- que Denver a joué 14 matchs en 2 tours. Ça commence à faire. Ouais, mais s'ils font finale de conférence à la fin, ils seront contents parce qu'ils vont se faire sweeper par les Warriors et puis on n'en parlera plus. Hein. Dites-nous vous, dans les commentaires justement si vous voyez cette série aller en 7 matchs. On a parlé tout à l'heure de Golden State et des Warriors. On a vite fait. On est passé sur Kevin Durant et pour cause, parce qu'on va en parler, dans le débat. Notre ami fait des playoffs incroyables et on a envie de se demander si c'est pas tout simplement aujourd'hui le meilleur joueur de la planète. And if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Kevin Durant est incroyable. En saison régulière, il a été plutôt très bon. Et là, depuis le début des playoffs, il marche complètement sur l'eau. Donc, ça nous a poussé à se poser la question. Les gars, je vous la pose maintenant tout de suite. On va après dérouler un petit peu. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Kevin Durant est le meilleur joueur de la planète?
C'est une question très difficile. Ouais, C'est une question très beaucoup de difficile paramètres à prendre que en compte. nous allons traiter le plus sérieusement. Le gars qui croit qu'à l'ONU. Non, mais sérieusement. Dis oui ou non, et puis on passe au quiz. Tu sais que j'ai du mal. J'ai du mal à dire oui. J'ai du mal à dire oui. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Mais j'ai du mal à dire oui aujourd'hui que c'est le meilleur joueur du monde. Pour moi, c'est le plus grand attaquant de NBA C'est actuellement. pas la question. C'est pas la question. Je parle d'attaquant. Pour moi, c'est l'attaquant ultime parce qu'il a tout en magasin. Le tir à 3 points, le dribble, le jeu au poste bas, l'attaque du cercle. Bon passeur. Bon passeur, peut aller finir au dunk. Bon passeur, Pour moi, ouais. c'est la panoplie offensive la plus complète de toute la NBA. Voilà. Et voir l'une des panoplies les plus complètes de toute l'histoire. Maybe, Parce que pour moi, il est facile top 3 des meilleurs attaquants de l'histoire. Alors, Donc- si on compare surtout aux extérieurs, parce que oui, Karim, nanana, mais j'ai jamais vu. Alors, pour revenir aussi sur le truc, c'est pour moi le joueur le plus indéfendable de la NBA. De l'histoire de la NBA, tu veux dire. Peut-être dans l'histoire de Ah la non, NBA, mais là on parle actuellement. actuel. Giannis Antetokounmpo, oui, est indéfendable, Si, mais si, il est vous le défendable. forcez, si vous le forcez Ah, à si, il est être large, défendable. Ah bah ouais, On il a est vu défendable. qu'il est défendable. Il est Oui, mais, défendable. non, mais enfin, en saison régulière, on disait qu'il est inarrêtable. D'accord, mais moi j'ai il a été arrêté. j'ai pas vu Mais- un mec casser les couilles à Durant comme alors Ford a cassé les couilles Exactement. Kevin Durant Ah ouais. peut scorer sur tout le monde. Voilà, il est plus petit, hop, post-up, plus grand, à la taille du cercle, tu le laisses Un un peu mètre, d'espace. tu lâches à 3 points, indéfendable, Ouais. indéfendable, tout simplement. Alors, mais on parle beaucoup d'attaque, du coup, j'ai l'impression que c'est pas un bon défenseur. Alors, Quoi justement, j'ai l'impression quand même que moi, quand je revois ses finales face à LeBron, quand il est au OKC, ses premières finales NBA, où justement il peut pas défendre et LeBron le joue, il tient pas la marée, c'est depuis quand même devenu un défenseur très solide, contreur, mais même un mec qui tient des duels. Il est devenu, en allant à Golden State, un défenseur. Je suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur défenseur de tous les temps, nanana. Il profite de sa taille pour du contre. Il a trouvé du timing sur du contre. L'année dernière, il est quand même faut au bloc. l'utiliser. Il est à 1,8. Alors par exemple, j'ai regardé un peu ses stats quand il était à OKC. Sa dernière année à OKC, il est à 1,2, mais en moyenne, il est autour de 1. Il arrive aux Warriors 1,6, 1,8, et cette année 1,1 en saison régulière, c'est un peu moins bien. Il trouve du contre. On voit des contres sur James Harden, notamment dans cette série-là. Deuxième rideau. Deuxième rideau, Même dans les duels, quand Et il dans défend les là duels. et qu'il est un peu battu sur le côté, il fait les Il efforts. fait Et des puis il est grand efforts, avec ses longs oui, segments, il oui, utilise ce clairement. que la nature lui a donné. Donc La il va spécialité attraper. Jérémy Grant, on l'appelle. Je suis Exactement. dépassé, bam, je mets un gros contre. Et il a gagné en maturité. La maturité, elle vient aussi dans l'envie de défendre. Et moi, je le trouve très bon défensivement. Il est impliqué. Il y Très a un bon paquet de défensivement. mecs qui pourraient Clairement. avoir son talent en attaque et se gérer un petit peu de l'autre côté du terrain pour dire Harden. il garde un peu d'énergie. Lui, des deux côtés du terrain, il est présent. Ça fait aussi un joueur ultime. Après, des bons défenseurs, il y en a d'autres dans la ligue. Lui, c'est le meilleur attaquant parce que il y a aucun autre joueur qui a sa panoplie. Défensivement, il fait les efforts. C'est un joueur remarquable. Défensivement, il est compliqué. Tu veux jouer le post-up, alors peut-être qu'il est un peu maigrichon. Tu peux Il est l'enfoncer. dur, il est dur. Mais quand tu vas te retourner, t'as quand même un mec de 2m10 ou 2m12 avec les bras en l'air. Compliqué de scorer sur lui. Ouais. Justement, quand on se pose la question de savoir si Kevin Durant est le meilleur joueur de la planète actuellement, forcément, la première comparaison qui vient, c'est celle avec LeBron James. LeBron James qui lui a connu une saison compliquée, qui n'est pas en play-off, et quelque part, Kevin Durant va avoir 31 ans en septembre, LeBron James va avoir 35 ans, c'est ça? Il va avoir 35, non? Va avoir 35, Il a 34 ans, ouais. on voit sur ce tableau-là un petit peu, donc 3 titres pour LeBron, 2 titres pour Kevin Durant. On connaît un petit peu chacun leur palmarès. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que ces deux-là se sont rencontrés sur les 2 dernières finales. Certes, ils n'avaient pas la même équipe, mais ils étaient souvent bugne à bugne. On a quand même eu l'impression que dans les 2 derniers duels des finales entre LeBron James et Kevin Durant, c'est Kevin Durant qui a pris le meilleur. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre aujourd'hui si Kevin Durant est le meilleur joueur de la planète. LeBron est le meilleur joueur depuis 10 ans. Allez, on va mettre ça comme ça. KD est, avec Curry, les seuls qui s'est rapproché du niveau de LeBron. Le truc, c'est que la saison de LeBron... Après, notre jugement, il est un peu tronqué. Je m'excuse parce qu'on pose cette question alors que LeBron a fait une saison Regarde, limitante avec les Lakers. virgule. Moi, mon grand problème avec la saison de LeBron, c'est qu'il est pénalisé par cette saison aux Oui. Lakers. Non. Est-ce que vous vous rappelez que OKC n'est pas allé en playoff en 2015? Attendez. Tu m'en parles pas. Les gars, je suis pas en train de vous demander, la question, c'est pas de savoir c'est qui le MVP de la saison, c'est qui le meilleur joueur de la planète. Oui, bah donc c'est voilà, pas les attends. mêmes questions. Ah, Oui, donc, mais parce on évacue. Alors, évacuons cette saison. S'il n'avait pas été blessé, il serait sûrement au deuxième tour des playoffs. On va pas se mentir. D'accord, Voilà. mais, Donc, imaginons même si tu veux. Donc, admettons que LeBron soit avec les Lakers, ça se passe plutôt bien et il va en playoff et tout. Soit pas blessé 18 matchs. Soit pas blessé et LeBron reste LeBron. LeBron, pourquoi on peut le mettre un peu moins fort aujourd'hui? C'est que du côté défensif. Parce qu'en attaque, ça reste le game changer qu'il a toujours été. Il va aux Lakers, tu deviens d'une petite équipe de la conférence Ouest à une équipe contender normalement. Il est moins bon dans le tir long. Il est moins bon, mais c'est le deuxième joueur qui a mis le plus de TG à 9 mètres cette saison, tu vois, par exemple. Deuxième ou troisième joueur, LeBron James. Donc on peut dire ce qu'on veut, LeBron est une superstar, encore aujourd'hui à 35 ans, et un game changer ultime d'une franchise. Steph, question. Demain, tu as le choix, tu es un GM.
tu as le choix pour une saison. Tu dois mettre le plus de chances de ton côté pour gagner un titre, pour aller le plus loin, en tout cas en playoff. Pourquoi pas gagner le titre? Kevin Durant. Tu dois choisir entre Kevin Durant et LeBron Sur combien de temps? James. Sur une saison? Sur une saison, vraiment. Kevin Durant. Là, pour la saison prochaine. En 2019. Je prends KD. D'accord. Donc, KD parce qu'il fait plus de choses à mon goût que LeBron James. Alors, ne commencez pas à me tomber dessus. Je suis pas en train de dire que LeBron James c'est un pingouin, mais moi je trouve que Kevin Durant te donne plus de solutions dans un jeu structuré. Tu peux lui donner le ballon à plus d'endroits. Pour moi, j'ai plus confiance à Kevin Durant sur les tirs extérieurs qu'à LeBron James. Et puis défensivement, je sais que lui il va me faire la maille, alors que LeBron parfois il a tendance à s'effacer. LeBron il est cata. LeBron, il choisit ses séquences. Quand il a envie de défendre, ici, mais ça arrive plus. Moi, je mets tout banco sur KD. En 2019, hein, tu me poses la question il y a 8 ans, je mets banco sur les Il y a James. 8 ans, il y a un an aussi, hein. Déjà on a pu discuter. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2019, je pense que je prendrais KD aussi. Moi, mon gros problème avec KD, c'est qu'il est dans les dispositions parfaites pour exprimer son talent. C'est-à-dire que LeBron, si on est dans les comparaisons, LeBron va dans un terrain en friche. Il faut tout faire aux Lakers. Il se met en danger. Il se met en danger. LeBron, pour moi, c'est le meilleur joueur peut-être de l'histoire. Tu le mets sur un terrain, t'as aucun système, aucun coach, il va te faire gagner. Il a amené des équipes de Pimpoy en finale, il a détruit la conférence S comme on n'a jamais vu, il a détruit une conférence quand même, tu vois, même si elle est moins forte, il l'a détruit. KD, avec ce choix d'aller aux Warriors, s'est permis d'aller en finale, d'être MVP des finales et ainsi de suite, mais donc on doit un peu lui enlever. Est-ce que c'est une question qu'en préparant l'émission hier soir, tu vois, je me suis dit, est-ce que finalement KD, quand il signe aux Warriors, ça lui enlève pas un peu de crédit? Moi, je pense que le crédit, il l'a récupéré totalement. Après le match 2 perdu contre les Clippers, où il a un peu éteint Patrick Beverley, je crois qu'on a vu que KD, le crédit, là. Je te parle d'une image un peu plus globale. Médiatiquement, tu veux dire? Est-ce qu'il y a des gens qui auront toujours du mal à dire non? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des haters. Des mecs qui disent, il a choisi la solution de facilité. Mais la solution de facilité, est-ce que c'est pas compliqué d'arriver dans une équipe qui gagne déjà? Et de se dire que si ça gagne pas, et si ça gagne pas, c'est de ma faute. Il est quand même arrivé, il a continué, il a permis à cette équipe d'être performante, voire d'être encore plus performante. Elle est meilleure avec Kevin Durant. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu vas pas me dire que c'est plus simple d'aller dans une équipe de merde et d'aller en finale NBA que d'aller aux Warriors, peut-être meilleure équipe de tous les temps, et de gagner. Mais c'est aussi une prise de risque. Oui, enfin d'accord, mais t'as plus de chances de faire ce qu'il a fait là que s'il était allé dans une équipe où il y a personne. On va pas quand même déconner. Les gars, attendez. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Kevin Durant est aujourd'hui un meilleur joueur que LeBron James. C'est compliqué, hein. Toi, t'as pas dit, alors Moi, je prends Kevin Durant. Ouais. Bah, on est 3 alors, du coup. On est 3. Mais j'ai une autre comparaison qui est intéressante, c'est celle avec Kawhi Leonard, qui lui, pour le coup, est en pleine bourre aussi, fait des playoffs incroyables. Et forcément, il y a cette comparaison-là, quand on dit est-ce que Kevin Durant est le meilleur joueur de la planète, on a envie de mettre Kawhi Leonard aussi en balance. Et quand on voit les stats en playoffs des deux. Ils sont relous, hein. Eh ben, compliqué, bon quoi. chantier. On sait que, alors pour le coup, même si on louait la défense de Kevin Durant, Kawhi Leonard était clairement un meilleur défenseur. Maintenant, on attaque Steph et Tom. J'aimerais bien avoir votre avis sur les deux. C'est deux styles un peu différents, mais deux styles indéfendables. Ils se rejoignent sur pas mal de trucs, je trouve. Hein. Oui, ils se rejoignent sur pas mal de trucs. Cette capacité à agresser le cercle, même si Kevin Durant est un peu plus aérien que Kawhi Leonard, capable de finir sur des plus gros dunks sur les grands que peut le faire Kawhi Leonard. Je trouve la panoplie de Kevin Durant sur le poste bas un petit peu plus étoffée que Kawhi Leonard, qui est un petit peu moins fluide. KD a toujours cette capacité à faire des tirs sur une jambe comme faisait Nowitzki. Que Kawhi, c'est un peu moins délié, il est un peu plus brut de décoffrage. Un peu, mais fait des petits tirs. Ça, c'est sur l'esthétique, juste. Un peu plus en force. Pas l'efficacité. Les pourcentages de Kawhi, c'est... Ah, mais il est insupportable. Après, Kawhi Leonard prend, je veux dire, sélection de tirs peut-être un peu plus correcte que KD, qui prend des tirs compliqués. Ouais, compliqués pour lui, je ne sais pas ce qui est compliqué ou pas. Je trouve que Kawhi Leonard, parfois, prend les tirs, il est un peu plus il a des meilleures sélections de tirs que KD. Mais pour moi, Kawhi Leonard, vous pouvez le mettre au même niveau que Kevin Durant, et il n'a pas la hype. C'est normal, il a joué 8 matchs l'année dernière. Oui. Il a quand même fait des choses avec les Spurs. Même quand il était la star des Spurs, quand ils sont champions NBA, je trouve qu'il a jamais. Mais c'était pas la star des Spurs à cette époque-là. Tu vois, dans les comparaisons, il n'est pas MVP des finales. Mais bon, franchement, c'était une équipe hyper homogène. Il était très fort, il défendait sur LeBron, mais c'était pas encore le Kawhi d'aujourd'hui. Le Kawhi d'aujourd'hui, je l'ai jamais vu avant. Je trouve que médiatiquement, il a des années-lumière d'un. C'est normal. Parce que regarde, par exemple, sur le niveau de jeu, c'est normal. Mais regarde, le truc c'est que KD, il est à ce niveau-là depuis combien de temps? Franchement, dès sa 3e saison NBA, il est à un niveau de MVP. Il est MVP en 2014, c'était à 5 ans. Donc ça veut dire que c'est une méga superstar depuis, allez, on va dire, 8 ans. Kawhi, c'est une star superstar depuis, je sais pas,
depuis 3 ans, tu vois. Donc, dans l'évolution des choses, c'est normal que médiatiquement, il y en ait un qui soit au-dessus. KD, c'est une super méga star. Kawhi le devient en ce moment. On verra ce qu'il fera l'année prochaine. Moi, j'aime bien la comparaison entre les deux parce qu'ils ont ce côté tous les deux de vas-y, viens défendre sur moi, tu vas pas pouvoir m'arrêter. Et là, je les mets tous les deux à un niveau mental extraordinaire. Donc tu aimerais bien voir un Warriors Raptors en finale. Mais moi, c'est ma finale NBA, j'en rêve de voir. C'est quoi ta finale NBA, toi? Moi, c'était Warriors Bucks. Warriors Bucks. Moi, j'ai mis. Non, mais j'ai mis ça parce que pour Kawhi arrive à se mettre dans des dispositions mentales de surhomme, de cyborg qui n'appartiennent, d'après moi, qu'à LeBron quand il est en conférence Est, qu'à KD et qu'à Kawhi. Et tu vois, les Harden, les Curry et tout, pour moi, ils sont 3. Et 3 postes 3 en plus. Ouais. Steph, tout à l'heure, disait il est indéfendable. Et c'est vrai qu'en fait, le seul mec qu'on a envie de voir défendre finalement sur Kawhi, bah, c'est sur Kevin Durant, c'est Kawhi. Et ça pourrait se faire qu'en finale NBA. On se rappelle qu'avant que Zaza mette son 59 plutôt, il était en train de ruiner les Warriors. Et KD. Tu vois, donc il y a plus toujours 20, ce truc-là. plus 25. En tout cas, à la question de savoir si Kevin Durant est actuellement le meilleur joueur de la planète, il y a son coéquipier Andrew Bogut qui lui y a répondu. Et forcément, il n'a pas dit non. de LeBron James, le gars, tu sais, le gars. de manière favorable. Non, mais c'est intéressant de voir. T'imagines? C'est intéressant de voir cette déclaration. KD, ouais. Polo, n'hésite pas à nous la balancer. Il est probablement le meilleur joueur du monde. C'est un de ces gars qui peut scorer 40-50 points n'importe quand. C'est un des scoreurs les plus talentueux que j'ai pu côtoyer. Ouais, la clair. façon dont Steph score est folle. Mais avec Kevin, ça semble si facile avec sa taille et son envergure. Donc carrément, il dit que Steph Curry, c'est génial ce qu'il fait, mais Kevin Durant, c'est au-dessus. Et par rapport, ouais, mais tu vois, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 6 meilleurs joueurs du monde et après on se dispute? Donc LeBron, KD, Kawhi, Giannis, James Harden et Steph Curry. Okay. On est d'accord. Ouais. Et dedans, c'est le wagon, c'est le VIP quoi. C'est le VIP, bouteille de Grey Goose. Ah ouais, et là, gros, c'est un Jérôme. On est d'accord, tu vois, on parlait d'attaque. Et après, t'as le wagon Poliakov. Ouais. Absolute. Dans le chapeau, Absolute, ça va. mec. Absolute, c'est correct. Pas en boîte, hein. Si tu vas me servir un absolute, gros, faut pas déconner. Alors en boîte, gros, Grey Goose ou Belvédère. Monsieur. Grey Goose, Belvédère. Excuse-nous. Bon, pour ceux qui boivent de la vodka, j'en bois plus. Excuse-nous. Genre rock. Attends. Bref, non, mais tu vois, on parlait de meilleur attaquant. Tony Stark. On parlait de meilleur attaquant et tout. James Harden n'a pas le droit d'être le meilleur attaquant de NBA? Attaquant, si, meilleur joueur, non? Non, mais attends, mais meilleur attaquant. Ah. Je pense que la panoplie de Durant, mais par sa taille plus aussi, complète, fait que, et plus complète, et par bien son... sûr. Vous voulez demander à des meneurs de poster, il n'y a que Kyrie qui le fait. Non, mais oui, mais... Non, mais je pose une question. Calme-toi. Mais Tu parles de meilleur attaquant, c'est celui qui a le plus de choses en magasin. Moi, je suis pas sûr. Pour moi, le meilleur attaquant, c'est celui qui marque le plus. Ouais, il y a une action où j'attaque. Est-ce que je marque ou pas? Au bout d'un moment, que tu mets un lunette à droite, type LeBron, ou tu tires de tous les. On va se projeter un peu. Meilleur attaquant, tu vas sur un playground à Venice Beach, Kevin Durant contre James Harden, je pense que James Harden, il se fait broyer, gros. Tu penses pas que James Harden peut le battre? Enfin, je sais pas, au bout d'un moment. On parle de James Harden, on parle pas d'un de nous trois. Hein. Bon, un de nous deux, allez, je te l'enlève parce que t'es quand même. Ça va, attends, tu peux le mettre. C'est comme notre Kevin Durant. Merci. Il a tout en magasin, tu sais. Non, mais surtout, il doit quand même partager la balle avec d'autres mecs. Harden le fait moins. Moi, je suis très curieux de voir la suite de la carrière de Kevin Durant. Et c'est là où je veux aller, c'est que, imagine, il fait... Il y a une rumeur qui n'avait pas dans ton sens ce matin. J'ai vu. Imaginons, mais vu que Kawhi est bon aussi, donc peut-être que les Clippers... Bref, imaginons que Kevin Durant, donc, et on l'a dit, ça lui a enlevé du crédit aux yeux de certains d'aller chez les Warriors. Imaginons, il finit avec un free pit. Et 3 fois MVP. 3 fois MVP des finales. Il se barre. Il se barre où? Et là, justement, est-ce que là, il va à New York? Imagine, il va à New York. Ou aux Clippers, et il fait gagner une de ces deux équipes. Pas besoin d'aller faire gagner. Avant de parler de faire gagner. Enfin, s'il va à New York et qu'il ramène en finale de conférence, il a tout gagné déjà, je te le dis déjà. Déjà, sur la saison régulière, en fait, dans ce débat-là, il y a un truc qui est clair, c'est que tant qu'il est aux Warriors, j'ai du mal à dire que c'est le meilleur joueur, tellement il est bien entouré dans le meilleur dispositif possible. Si demain il va aux Clippers, aux Nets ou aux Knicks, je mets ces trois-là, c'est autre truc, à Olympiakos aussi, il va froisser le Euroleague, et qui fait une saison de MVP, c'est-à-dire encore une fois 30 points, 8 rebonds, 6 passes, il a 30 ans, 31 cette année, 31 en septembre. 88, 31 en septembre, donc il est très jeune. S'il fait une saison de MVP, là on pourra dire, et qu'il désosse tout le monde, là on pourra dire que c'est le meilleur joueur du monde. Il faut qu'il y ait quelques résultats avec. Gros. Ouais, je te parle de s'il est MVP, oui, mais MVP, oui, et qu'il va voir loin en playoff si tu veux. J'ai besoin de cette saison où il redevient numéro 1, je porte tout le monde sur mon dos et je suis le meilleur joueur. Et il est aux Warriors, gros, on a quand même dit dans le ça ne suffisait pas parce qu'il y avait Harden qui sortait du banc, il y avait Westbrook.
Ah non, ok, ici pour moi, son année 2014, elle est extraordinaire, Westbrook est blessé et tout. Et il avait plus de. C'est dur de dire du mérite, mais là, tout est dans son sens, c'est trop facile. Mec, quand tu joues sur un contrat, il n'y a pas d'aide. Parce que sinon, il y a une passe. Contre les Clippers, il n'y a rien de facile. Ils sont dans le dur, son équipe et tout. C'est lui qui prend les ballons. Tonton, qui les fait gagner. Thomas, c'est facile, t'es marrant, toi. À quelle heure c'est facile de mettre 50 points dans un match? Mais je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Je dis que c'est son niveau, les gars. Au bout d'un moment, j'ai besoin que ce soit tout seul. Mais c'est son niveau. Mais vu qu'il a Curry, Thompson et compagnie, est-ce qu'il pourrait pas se dire, bon, c'est bon, j'ai 2-3 collègues à fin, et puis est-ce que c'est son niveau? Donc justement, puisque c'est son niveau, est-ce que ce niveau-là, c'est pas le meilleur niveau de la planète? C'est ça la question. Peut-être, mais de toute façon, je suis pas en train de te dire que non. Je te dis que j'ai besoin de le voir ailleurs que dans ce. Il est dans un canapé gros. On a tous envie de le voir ailleurs. J'ai fait une Kalinic. On a tous envie de le voir ailleurs, et je crois que même lui, il a besoin de bien finir avec les Warriors et d'aller voir ailleurs et de se dire, voilà. Mais il est magnifique. Dans une autre franchise, KD, sans Curry et compagnie à New York, les amis, je ne serais pas surpris que ça tape un 65 ou un 70 wins par match. On est merci, d'accord. Ça fait beaucoup par match, hein. Non, pas de moyenne. Amateur. Et ça se dit expert. Enfin, en tout cas, voilà, on est tous excités de voir KD cette saison, notamment sur ses plans. Eh oui, c'est fini. On l'a planté 4 jours encore. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai oublié. Voilà, merci. Dites-nous, vous, dans les commentaires, parce que vous avez plein de choses à dire. Si pour vous, Kevin Durant est le meilleur joueur de la planète, si pour vous, LeBron James est aujourd'hui encore au-dessus, si Kawhi est au-dessus, je ne sais pas. Si vous avez envie de voir Kevin Durant face à Kawhi, et si surtout l'année prochaine, vous le voyez ailleurs. Mais c'est vrai que Thomas, je te rejoins là-dessus. On a envie de voir ailleurs, dans un contexte peut-être un peu moins favorable, voir où c'est lui numéro 1, où il y a moins de gens derrière pour le backup. Faut qu'il sorte de sa zone de confort. Ouais. Par contre, il y a un truc qui est vrai, tu vois, quand on prend le chapeau, il y a quand même Stephen Curry, double MVP en titre, champion en NBA, Est-ce qu'on se pose la question de qui est le meilleur joueur de l'équipe? Jamais. C'est lui le meilleur joueur de l'équipe. Et donc, c'est vrai que ça rentre en ligne de compte quand il faut élire le meilleur joueur de tous les temps, enfin, le meilleur joueur de NBA. Et je me posais la question hier soir en préparant le truc. Si LeBron avait fait ce choix de rejoindre les Warriors à la place de KD, est-ce qu'on aurait eu exactement le même sentiment de dire le meilleur joueur de l'équipe, c'est LeBron et c'est le meilleur joueur du monde, encore une fois? Tu vois, c'est des bonnes questions de mettre exactement dans le même dispositif pour voir ce qu'il aurait fait. En tout cas, c'est des débats qu'on adore avoir. Vraiment, t'as pas répondu si c'est le meilleur joueur du monde, hein? Moi, oui, actuellement, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Donc il a dépassé LeBron. Mais moi, je dis ça parce que j'espère qu'il m'entend, comme ça, il ira signer au Knicks. Non, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, il a une panoplie offensive. C'est un défenseur plus que correct. Il a une panoplie défensive. Il est indéfendable. Et dans ce basket, moins féroce, plus rapide, plus fin, avec de l'adresse extérieure. Mais tu penses qu'en les années 90, il n'aurait pas désossé tout le monde, pareil? Si, mais je te parle aujourd'hui dans la concurrence, par exemple, avec un LeBron James qui est plus en férocité, et on l'a vu que les Spurs, à l'époque des Spurs en finale, ils l'ont pénalisé des fois sur son tir extérieur un petit peu en dents de scie. Avec KD, tu peux pas avoir ces options-là. Et dans ce basket de vitesse et d'avalement d'espace, bon là, LeBron James, pour le coup, il est très fort. Je trouve que KD, aujourd'hui, dans le basket moderne, c'est vraiment l'arme indéfendable. T'as pas répondu? Bravo. Meilleur joueur du monde? Actuellement? Oui. Voilà. Mais c'est pas mais après, on peut débattre. Moi, un mec qui va me dire autre chose, on peut l'entendre. En tout cas, débattez avec nous. Si Curry gagne en finale contre lui, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. De toute façon, on souhaite que les Warriors se fassent battre, parce que ça dirait moi, j'adore Kawhi, ça me dérangerait pas qu'il... Moi, j'adore Kawhi. Moi, j'adore Kawhi et j'aimerais qu'il soit au même niveau médiatique reconnu. Et tout ça, quand on parle de KD et de Kawhi, ça nous plonge dans la future free agency du mois de juillet qui va être assez incroyable. Bon, on aura le temps d'y revenir. Voilà, on a fait le tour là-dessus. Messieurs, c'est l'heure. Steph, t'as bien bossé? Je crois que j'ai bien bossé. Thomas, je me suis levé ce matin avec un peu la banane en me disant... J'ai envie de te botter sur le quiz. T'es botté, je sais pas pourquoi. Non, mais avec plaisir, on y va. Voilà, donc c'est parti pour le quiz. It's Lillard. He got the shot off. Mon petit Steph, qu'est-ce que tu nous as concocté? 4 parties, je crois que j'ai fait un quiz de qualité, un quiz de play-off. La première partie, c'est des photos cachées. Ce sont des joueurs d'Euroleague cette saison qui ont joué en NBA durant leur carrière. Donc les photos, c'est avec leur maillot lorsqu'ils étaient en NBA. Face cachée, rapidité. J'espère qu'il y a mon petit portoricain fou. Rapidité. Et là, Carlos Arroyo. Hop, Polo, on envoie la première, c'est parti. Dis-moi Fredette. Non. Ah non, Wanamaker. Mais non, Mike James. C'est que j'étais en soirée avec lui. Mike James. J'ai pas trouvé. 1-0 pour Tom qui joue à Milan. Qui joue à Milan actuellement et qui a terminé meilleur marqueur de la saison. Donc Kobe Bryant. Ananouni, un truc comme ça, non? C'est Bryant. James Nunnally? Ouais, James Nunnally. Pas du tout. Ça, c'est Satoransky, ça. O'Brien. Non. Satoransky. C'est un mec qui joue au Barça, vous l'avez vu hier si vous avez regardé le match 5. Et qui est Hugo. Ah oui, c'est vrai, ils sont en ce moment... Ils sont en ce moment en Euroleague, ça c'était quand ils étaient en NBA. Singleton. Chris Singleton. Ah, Chris Singleton. Tu sais que je suis pas du tout dans le truc parce qu'en fait, je pensais que c'était des mecs qui étaient en NBA. Non, c'est des mecs qui jouent en Euroleague, qui ont fait la saison en Euroleague et qui ont eu à passer NBA. Elle a un Speed Singleton hier soir, c'est pas la meilleure. En passe raté. 2-0 pour Tom. 148 matchs NBA pour Chris Singleton. Polo, troisième photo. Ennis Tyler.
4. Oula, ça a été très bon là. C'est Après, ça. on est... Fan des Lakers. Tyler Ennis, très bon. qui joue au Fener, 186 matchs NBA aux Lakers pendant 2 saisons. 3-0. Shved. 4-0 pour Tom. Alexei Shved. N'oubliez pas de mettre la VAR pour Erwan au début. Je me suis levé le matin. Oh la vache. 4-0. Alexei Shved, le scoreur fou du Khimki Moscou. On enchaîne. Le gros salaire de Euroleague. Delfino. Non. Ouais, de ouf. La Chine ne joue pas en Euroleague cette saison. Ouais, c'est vrai. Sergio Loul. Non. Il a jamais joué. Une des plus grandes stars de l'Euroleague ever. Ever 31 petits matchs avec les Rockets. Panati. Papa Lucas. Non. Non. Ah merde. C'est quoi qui c'est quoi Là, sur la photo, il a des cheveux, mais toi, il en a plus. Je sais, c'est. Ah, mais Tomé. comment il s'appelle? Non. Non, le qui met des tirs fous là. Il joue à Olympiakos, Mais où le star du Olympiakos? Pirée. Mais oui, putain. Mais si, tu sais C'est un qui quoi? Mais Un attends, grec. Une légende du basket européen. Ah, je suis trop con, putain. Mais comment? J'ai un trou de vous l'avez mémoire, pas c'est une Attends, c'est catastrophe. qui Mais si je l'ai. Attends, Son prénom, non. Erwan, non, pas de Ses prénom. initiales, c'est VS. Spanoulis, putain! Spanoulis. J'étais tellement pas. Gros, je l'imaginais. En fait, je vois pas son corps là, c'est bizarre. Spanoulis, putain. 4-1. Spanoulis. Ah ouais, Vassilis putain. Spanoulis. On J'avais enchaîne. totalement oublié qu'il était aux Rockets. Ça, c'est Toupane. 5-1. Oh la vache, putain, le bâtard! Axel Toupane. Spanoulis, j'ai le seum. Putain. Il joue à Olympiakos qui n'a pas fini la saison parce qu'il a eu des retards de salaire, donc il est agent libre actuellement. On enchaîne. Un des meilleurs joueurs de l'Euroleague cette saison avec l'équipe championne d'Europe en titre, qui est passé par les Le Real, il joue au Real? passé par les Knicks, drafté très haut. C'est un carré. Grosse déception en NBA, énorme Ah, talent. mais oui, putain, j'ai des trous de mémoire. Rodolphe. Anthony Randolph. C'est un truc C'est de là. malade, les trous de mémoire. 6-1. Quand je dis qu'en ce moment je suis très fatigué, Oh c'est. 6-1 pour Anthony Randolph qui a fait une très très belle saison avec le Real Madrid. Ouais, mais- Et dernier, Slovène, faut Si dire. c'est dernière photo. Si c'est un balle neuf. Hein. Slovène. Beno Udry. Non. C'est un tonton, ça. Il est Ghosto. Ah, Ayon. Gustavo Gustavo Ayon, le Ayon, Mexicain, bravo. Ouais, bravo. qui joue Au Real. également au Real Madrid. 6-2, première manche Bravo, pour Thomas Thomas. Dufant. Avec des aïs. Hein. Deuxième petite manche, c'est encore des photos cachées. Ce sont les coachs NBA actuels. Et c'est des photos quand ils étaient joueurs. Ah. En Euroleague encore Non, non, Ah, non. Les coachs NBA actuels, et on va voir quand ils étaient joueurs. C'est parti, Polo. Start, Scott, Non, Byron Skies. Scott, non. Non, Scott Skies. non, Non. Brooks. non. Hein Jason Kidd Mais non, rien C'est à un voir. coach qui était beaucoup décrié après Billy ces Donovan. playoffs. Billy Donovan. C'est qu'il a Billy joué au Donovan a joué en NBA Ouais, si, ah, ben oui, tu savais pas? Ah, je savais pas du tout. Billy Donovan, le coach Wow d'OKC. Ah, non, mais vraiment faux. Alors là, putain. 1-0 pour Erwan. Lourd. Deuxième photo. Gary Bird. Michael. Non. Je sais pas. C'est le coach de Dallas. C'est le coach de Dallas. Ah, Je- Carlisle. Rick Carlisle. J'en ai marre. C'est J'ai le pas pour Tom. j'ai pas un nom qui me vient aujourd'hui. C'est une catastrophe. Rick Carlisle. je sais même pas le Petit brushing. Ah ouais. Cheveux Et je joue au contre Eddie Murphy, apparemment. Non, c'est un Polo Creed, c'est un Polo Creed. Ah, on dirait pas qu'il y a une coupe pour jouer dans les Merrill's Place et tout ça, gros. Skies. Scott Skies. Non, Scotty Scott Brooks. Brooks. non. Hein Alors j'ai mis un maillot un petit peu spécial parce que c'est pas là où il a été le plus connu. Il est en playoff, là? Oui, il est en playoff, oui. Brad Stevens. Quinn Non. Snyder. Non, Chop. Ah, Nick Nurse. non. Nick Nurse. Ah non, Ah, c'est- Steve Kerr. Steve Kerr. Wow, il est passé au Magic. Mais oui. Il est là le blondinet. Bravo. 2-1 pour Tom, Steve Kerr. pour Ensuite, moi, Polo. Ouais, pour Erwan. 2-1 pour Erwan, pardon. Vas-y, Polo. Doc Rivers. Robert Torrey. Doc Rivers. T'as dit Robert Henry. Doc Rivers. C'est Doc pour Rivers, Erwan. la famille, bien sûr. 3-1 pour Erwan. On enchaîne. D'Antoni, C'est ici. à Milan. C'est ici, 3-2. à Milan. Mike D'Antoni Long avec la bras, mon stache. gars. Ah ouais. 3-2 Beau jeu, hein. Beau 3-2 regard. pour Tom. On enchaîne. Ça joue en loto, hein. Qui défendait sur Mustafa Sonko? Ah, c'est. Franck Véron. Non, c'est. Ah, Atkinson. Il est pas venu. Il est pas venu, Atkinson. Sous le maillot de Montpellier. Eddie Atkinson, Mustafa Sonko. Il était archi lourd, ces maillots. Ouais. Franchement, il était lourd. 4-2 pour Erwan. Look, Et la dernière photo, Popovic. Greg Popovic, Popovic, bien sûr. c'est là. Popovic, bravo. 5-2 pour Erwan. Ça fait une manche Bravo, partout. Erwan. Ça fait une manche partout. Là, troisième thème, ça va être des énumérations. Les joueurs, il faut vous citiez tous les joueurs qui ont au minimum, dans leur carrière, participé 10 fois au All-Star Game. Des Wow. joueurs actuels ou retraités. Donc c'est minimum 10 sélections. Il y en a 40 en tout. Vous avez le droit, 40. vous avez le droit à une erreur. La deuxième erreur est éliminatoire. Allez, vas-y. Vas-y, Erwan. Boris Dio. Non, je rigole. Bah, vieux. Non, Tim Duncan. Tim Duncan. Abdul Laisse-moi Jabbar. faire une petite vérification. Oh, Tim Duncan allez. avec 15. Non, mais comme ça, on apprend 15. Abdul Jabbar. Karim Abdul-Jabbar est numéro 1 avec 19 participations. Michael Jordan. Michael Jordan, 14 participations. Kobe Bryant.
Kobe Bryant, 18 participations. Scottie Pippen. C'est énorme. Scottie, Tellement pas Scottie Pipp, Moi, je pense pas. 10. Scottie Pipp, Ah, quand même, avec J'irais Portland et tout. Scottie Pipp, Yo, on l'a Ah pas vu. non, sérieux? Comment on peut commencer par Scottie Pipp, Pippen Scottie Pipp, je refais une vérification quand même. Quand même, Scottie Pippen, il fait pas 10 All-Star. Bah, Scottie je regarde, Pippen. je vais regarder. Bah non, Scottie mais- Pippen, il n'y est pas. J'ai tout le Ouais, tableau là, vas-y, regarde, j'ai tout là, vas-y, regarde. j'ai niqué mon joker. T'inquiète, j'ai tout. Oh les bâtards. Première un joker. Bon, bah attends, je t'en dis un autre. Non, bah c'est au tour de C'est un Tom. Thomas. Ah, ça, LeBron James, bien sûr. LeBron James, 15 participations. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, 15 participations. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony. Oui, il a 11 ou 12. C'est vrai Moi, je pense. Carmelo Anthony, 10. Hakim Olajuwon. Hakim the Dream Olajuwon, 12. Très bien. Charles Barkley. Charles Barkley, 11. Très bien. Patrick Ewing. Patrick Ewing, 11. Très bien. Dwayne Wade. D-Wade. T'aimes bien le petit suspense? D-Wade, 13. Très Ouh, bien. je vois, non, mais je Larry Bird. Larry Bird, 12. Magnifique. Magic Johnson. Magic Johnson, là, il faut que je remonte le tableau, j'ai l'impression. pour Oh, Magic il a pas Johnson, joué non beaucoup, Magic Johnson. Ouais, quand même. méfie-toi, parce Ouais, que- mais il est All-Star tout le temps, je pense. 12, Magic Johnson, Ouais, très ouais. bien. Will Chamberlain. Will Chamberlain, 13. Bill, Magnifique. Bill Russell. Bill Russell? Bah oui. Bilou, notre ami Bilou. Bill Russell, 12, très bien. C'est pression. Clyde Drexler. Clyde the Glide Drexler. Clyde the Glide Drexler, 10, pile poil. Chaud au cul. T'as dit Duncan déjà, hein? Non? Pas. Il a pas dit Duncan? Non. Mais si, il a dit Duncan. Je sais pas. Bah, dis Duncan alors. Je l'ai dit en premier. Pas baisé. Je l'ai dit en premier. Oui, il l'a dit, tu Ah, ok, ok. Non, Si vous voulez, c'est une belle non, pas non, grave. non, Nowitzki, non. Nowitzki. Ouais, merci de respecter 14. Bah, tranquille, tranquille. Steve Nash. Steve Nash? Ah, je suis chaud, Steve Nash. Je pense pas, moi. Je dirais Là, 8, je suis max. baisé. Ta mère. Jason Kidd. Ah, pardon. Steve Nash, tu es éliminé, Erwan. Oh, Deux erreurs. Tu peux valider Jason ta Kidd, victoire. il y avait, Jason Kidd, 10. Il y avait Robert David Parrish. Robinson, 10. John Stockton, 10. Il y avait KD, 10. Malone, Karl Malone. Bah oui. Ray Allen, Malone. 10. Chris Bosh, 11. Il y avait du Charles Barkley, on l'a dit, 11. Il y avait du D-Wade, 13, tu l'as dit. Il y avait du Jerry West, 14. Moses Malone. Karl Malone, 14. Kevin Garnett, 15. Ah, Kevin ouais. Garnett, je l'avais en plus. Paul Pierce. Paul Pierce, Aïe, aïe, 10. aïe, Paul Erwan. Pierce, big Aïe, boy. aïe, 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 aïe. Victoire pour Tom qui mène 2 manches à 1. Aïe, 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 Et donc aïe, on aïe, finit aïe. par le Who I am. Who I am. Qui Où suis-je? am I? Who am I? Vous êtes prêts? Est-ce que tu Pippen, combien de sélections All-Star? Je regardais, mais je l'ai pas, donc tant pis. Hein. Mais il a pas dit, je vous le dis tout de suite. Apparemment, il a fait partie de la Dream Team. Voilà l'info que je peux Ah, vous d'accord. donner. 92, non? Il paraît. Qui suis-je? 96, 96. Qui suis-je? Vous êtes prêts? Donne-moi le ballon, parce que le ballon, c'est pour le winner. Le winner, super groupe de fans à Marseille. Je suis né le 9 décembre 1987 à Caldwell, dans le New Jersey. Quel bel J'ai point. donc 31 ans. Je mesure 1m96. Étant jeune, j'étais un putain de génie du sport. En high school, je brille avec comme coéquipier Wayne Ellington. Mais je suis également réputé dans tout le pays pour mes qualités de golfeur, mais également pour mes qualités d'athlète, car je suis 2 fois champion de mon état en 100 en hauteur et au triple saut. Mais bon, je kiffe bien le basket et je mets la priorité sur le ballon orange. Beaucoup de facs sont forcément affolés par mes qualités. Mais je décide de rejoindre Coach K, où je vais faire 3 saisons très très solides, sans jamais remporter le titre national, malgré notre tête de série numéro 2 durant ma 3e année. Je finis donc mon cursus à 16,5 points de moyenne pour mon année junior, et je décide de me présenter à la draft, où je serai drafté en 12e position, par une franchise qui changera de nom lors de ma 6e et dernière saison. Je suis un joueur très solide, dans une équipe bien moisie, je dois l'admettre. Je tourne à 15,5 points de Swift. moyenne. Non, je tourne à 15,5 points de moyenne lors de ma saison 2012-2013. Mon style de jeu, j'étais pas un énorme shooter longue distance, même si je pouvais en mettre quelques-uns. J'étais surtout un slasher, athlétitonique, juteux de dingue, Taylor Thomas. et j'ai claqué des tomards bien sentis. Duke, n'importe quoi, je suis un ouf. Preuve Putain. que j'ai quand même une très belle cote, je suis transféré en juin 2015 du côté de Portland contre un très très bon joueur des Blazers qui complétait à merveille le duo Lillard-Aldridge. Rodney Minou. King. Pardon? Rodney Wood. Non, mais non. Attends. Morclès. Non. Une saison honnête d'où tu- dans l'Oregon, avec une belle campagne de playoff. Mais je suis transféré du côté des Sixers la saison suivante, où ce sera, malgré mon âge, la dernière saison de ma carrière à 29 ans. Et oui, mon corps m'a lâché. J'ai subi 6 opérations. Gérald Anderson. Gérald Anderson Junior, qui vient d'annoncer sa retraite officielle Cassé le cul. mercrredi. Gérald Anderson. Putain, j'ai oublié Gérald qu'il était à Duke. Anderson Junior. Putain, je savais pas pour le golf. Golf et tout. Golf, c'est ouf. Énorme athlète. J'ai le même prénom que mon papa, avec le fameux junior en plus. Mon papa qui est triple champion NBA, 2 fois avec les Celtics en 80-84 Gérald Anderson. et une fois avec les Pistons en 90. Je suis Gérald Anderson Junior, le winner. Yeah. Thomas Le winner. Buffon. Oh, je vais tout casser. Bravo, Erwan. Hein. J'ai même pas envie de rentrer dans la tête.
Eh ben, bonne soirée. Je me suis fait ouvrir. Bravo Thomas. On se retrouve lundi pour le First Talk. Il y aura encore plein de choses à dire parce qu'on imagine que les séries auront avancé. On se retrouve jeudi prochain. T'es là jeudi prochain? Inch'Allah. Lève les bras et danse avec moi. En jean, en short ou en jean là-bas. Comme dirait là-bas, baby. Non, je la connais pas. Baby Inch'Allah. Elle Sola, tu connais pas le Sola? Ah, j'étais pas né, gros, quand il a sorti son album. Moi, je connais que Caroline. Il parle de pros combat alors que là on Bref, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles. Attention, le nom du gagnant. Le nom du gagnant, le nom du gagnant. Tu l'as pris dans la gueule. Un beau maillot de Damien Lillard parce qu'il a mis un tir, donc un maillot clutch à Nicolas Guerchet. Guerchet Yabouzélé. Nicolas Guerchet-Yabouzélé. Donc Nico, on t'envoie un petit message dans la journée. Bravo, tu as gagné un maillot grâce à Paris Basketball. C'est toujours une régalade. Et je pense que pour les filles NBA, on va faire un énorme jeu concours sur les réseaux sociaux pour gagner maillot, short, chaussettes. De l'équipe de votre choix, ou je sais pas ce qu'on fera, peut-être des Warriors, on verra. Peut-être de KD, vu que c'est le meilleur joueur du monde. Lundi, First Talk. Mardi, peut-être, ou mercredi, radio. Restez bien connectés sur nos réseaux parce qu'on a envie de faire une émission radio avec vous. Ça fait longtemps. Et jeudi, le First Talk, le First des Shows avec Steph, normalement, donc. Hein. Tout à fait. Allez, ciao l'équipe, à bientôt.